merci à tous et à toutes d'être là. Je suis super contente. Et comme tu l'as dit, du coup, merci, on va parler aujourd'hui de craft. Parce que j'entends toujours parler de software craftsmanship. Souvent, c'est en back-end, un peu en front-end, mais c'est souvent ce que j'appelle le bac du front. Aujourd'hui, je vais vous parler du front, du front, du front, du front. Vous êtes prêts? Donc, je m'appelle Manon Carbonel, donc je suis dev web et intégratrice chez Shodo à Rennes. Je suis fan de CSS. J'espère que je ne suis pas la seule. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui détestent? Genre, allez-y, hein, je ne vais pas vous manger. Ah, quand même. Ok, je vais essayer de vous convaincre un peu, on va voir. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est lié à la coopération, donc le mob programming, l'agilité, etc. Donc on va en parler un petit peu aussi. Je prends une petite seconde pour vous parler de mon meet-up qui s'appelle Cascade, un petit jeu de mots avec CSS. C'est une petite communauté de passionnés d'intégration web. On a bientôt un site web qui va sortir où on va pouvoir poster des articles sur du dessin en CSS, sur des tutos, sur un tas de choses. Donc je vous invite à suivre et à rejoindre notre Discord. Une petite roadmap pour aujourd'hui, le fameux mode pompier. Ça m'arrive très souvent en fait, d'être appelé à revenir sur une mission ou à dépanner. Donc on va un peu voir comment faire pour réagir à chaud. Et plus ça va aller, plus je vais prendre un peu de hauteur, parler de la qualité de code. Et puis enfin de la conception et de la coopération. Alors, le mode pompier. Ça, c'est une phrase qu'on m'a déjà dit plusieurs fois. Dis Manon, est-ce que tu peux venir nous aider avec du CSS? La deadline est dans une semaine et nous, on déteste ça et on n'est pas bon. Donc, ok, on va voir comment ça se passe. Souvent, le code CSS, je trouve, c'est compliqué à maintenir. Quand je vais sur des projets existants, surtout quand les gens n'aiment pas ce qu'ils font, pas envie de se prendre la tête sur le nommage et le rangement, je me retrouve avec des choses comme ça. On va prendre le bouton là, qui vient de l'ancienne doc de Tailwind, et je vais m'en servir tout au long de la présentation pour servir d'exemple. J'arrive sur le projet pour dépanner et je vois ce code HTML là pour le bouton. Donc, je vais le lire avec vous. J'ai un span à laquelle on attribue un rôle button. J'ai des classes. D'abord, j'ai une classe en camel case, header button. Ensuite, j'ai une classe orientée objet, button. Et ensuite, j'ai une classe utilitaire padding 10. En plus de ça, ça va être surchargé parce que j'ai un background color navy en style. Et j'ai une div à l'intérieur de mon span avec le texte. Ça va? Vous saignez pas trop des yeux? Moi, un peu. Hein. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Donc après, on va regarder le CSS. Peut-être que le CSS est mieux que le HTML. Alors, j'ai un fichier de 12 656 lignes au moins. Il y a tout dedans. Ok, alors je vais scroller, je vais aller chercher mes classes avec un petit CTRL F là. Déjà, dans mon header button, dans ma classe, le color white, il n'y a pas de point-virgule. Je ne sais pas si ça marche ou pas. En plus, c'est écrit white, et en dessous, on utilise plutôt un hexadécimal. Donc, ce n'est pas la même convention au niveau des unités, tout ça. Après, j'ai ma classe générique. Du coup, le button, c'est plus générique qu'un header button, qui est plus précis. Mais il est chargé après, et le sélecteur a le même niveau de force. Et là, ça prend gris. Donc là, je me demande, mon bouton, il doit avoir quelle couleur? Et après, j'ai ma classe utilitaire. Mais en fait, mon fichier CSS, là, il ne sert à rien, puisque de toute façon, j'ai un attribut style dans mon span qui va écraser tout. Donc comment je fais pour maintenir ce code-là sans casser quelque chose ailleurs? Est-ce que si je change l'une de ces classes, je ne vais pas avoir des répercussions sur d'autres boutons? Ou est-ce que j'ai des classes qui servent que pour celui-ci? Je ne sais pas encore, je viens d'arriver. Ça vous parle, ça? Vous avez déjà vu des choses comme ça? Ouais. Je ne vous souhaite pas. Alors du coup, on va parler de refactoring en Craft. Comment on refactore du HTML, CSS? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le concept de cascade, c'est ce qui fait peur, souvent. Alors que moi, je trouve que c'est ce qui fait la puissance de CSS. On va avoir la proximité avec les balises HTML qui va définir quelle règle va être appliquée sur notre élément. On l'a vu tout de suite, la balise style était la plus forte, donc c'est elle qui prenait le pas sur la définition dans le fichier CSS. Ensuite, j'ai la spécificité de ces sélecteurs-là, qui va avoir un niveau de force. Et enfin, j'ai le fameux mot-clé important qu'il ne faut jamais utiliser, mais qu'on voit des fois. Tout ça, ça a des impacts directs sur l'UI, avec les mêmes règles CSS, juste leur emplacement, en fait. Alors,
un petit point sur la spécificité. Ça se calcule en points, en fait. L'attribut, le type de balise, c'est 1 point. Une classe ou un attribut data ou aria, c'est 10 points. Et un ID, c'est 100 points. Et ça se cumule. Par exemple, ici, je vais avoir un ID, c'est 100 points. Là, j'ai une classe et un type, ça me fait 11 points. Et souvent, quand vous avez besoin d'utiliser important, c'est parce que vous surchargez un élément avec un sélecteur qui est plus puissant que le vôtre. Pour y accéder, on utilise important pour écraser ces règles-là. Notamment, si vous faites par exemple du bootstrap, réutilisez le même sélecteur pour écraser la règle et avoir le rendu que vous voulez. Ça vous évite d'utiliser des important. Comme votre code est chargé après celui de la librairie, avec un même niveau de force de sélecteur, ça va prendre le pas et vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête. Voilà. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était calculé en points comme ça. C'est pour ça que je trouvais ça important de vous l'indiquer ici. Parce qu'on dit toujours qu'un ID c'est plus fort qu'une classe, mais au-delà de ça, c'était un peu flou pour moi. Bon, ok. Maintenant, on va tester HTML, CSS, comment on fait. Il y a des tests en CSS. Comment on va faire? Les tests unitaires au sens où on l'entend, pour moi, c'est pas exactement ça. Il existe avec certains préprocesseurs des tests unitaires sur les fonctions qu'on peut créer, mais ce n'est pas sur tout le code. Par contre, on peut faire du test de composants. Ça peut être cool. Ça ne sert à rien de faire un snapshot du DOM, puisqu'il va changer si on le refactor. On sait qu'il y aura forcément un avant et un après qui vont être différents, donc c'est inutile. Par contre, on peut faire un screenshot de lui, changer notre code et voir si le rendu est toujours le même. Ça peut être chouette aussi à faire. Alors, comment je vais faire? Par quoi je vais commencer? Ça fait beaucoup de choses. Déjà, je vais tidy first. Je vais mettre un linter et un formateur. Je vais gagner du temps pour ranger, pour m'y retrouver, pour voir ce qui est mal écrit, ce qui est appliqué ou pas. Déjà, rendre le changement facile. Et puis, je vais le mettre dans un hook Git, comme ça, je le lance avant de pousser du code, et puis je le mets dans une pipeline. Et en plus, pour refactorer du code, en plus d'intégrer du nouveau code, je vais utiliser les mêmes outils, et en plus, là, je vais utiliser mon fameux test de régression visuelle dont je parlais tout à l'heure. Donc, on peut quand même tester des choses. On peut s'assurer de certaines choses. Et là, moi, je me sens plus sereine pour commencer. Ah oui, un petit test de régression visuelle, ça ressemble à ça. Vous avez votre avant-après, et ce qui est changé ressort dans une autre couleur. Donc dès lundi, si vous arrivez en mode pompier sur un projet, vous pouvez utiliser ces outils-là. Un linter, le linter officiel de CSS, c'est StyleLint. Un formateur de code, c'est bien. Vous connaissez sûrement Prettier, je ne vous apprends rien. Et pour les tests de régression ou non-régression visuelle, j'aime beaucoup ces outils-là. J'aime beaucoup Playwright parce qu'il me permet de faire du test de composants et de pouvoir faire des screenshots. Chromatic, si vous faites du storybook, c'est hyper chouette. Ça vous permet d'avoir des sortes de merge requests avec le rendu visuel de vos composants. Vous pouvez coopérer dessus, avoir des commentaires et voir la fameuse div visuelle que je vous ai montrée juste avant. Et vous avez aussi Loki, qui est une version en CLI en fait, de test de régression visuelle. Et ça, c'est plutôt bien et ça fonctionne bien ensemble. Ça va jusque-là, je ne vous perds pas? Ok. Bon. Le code est refactoré, le feu est éteint, c'est cool. Mais est-ce que ça ne suffit pas si c'est joli? Ça marche, c'est bien rendu, c'est plus cassé. La deadline de la semaine est finie, maintenant est-ce qu'on s'arrête là? Mais moi, j'ai pas envie de m'arrêter là. Et je vous jure que c'est des phrases qu'on m'a dit, j'exagère pas du tout. Et j'aime pas qu'on réduise le CSS HTML à c'est joli, c'est pas joli. On fait ça pour que ce soit utilisable par des milliers de gens. Et je trouve que c'est un peu réducteur. Donc je vais vous parler un peu de qualité. Alors, je parle du DOM depuis tout à l'heure, mais une petite définition s'impose. Le DOM, c'est le document Object Model. Et en fait, c'est une API, donc c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment une API pour les documents HTML, XML et SVG, et qui est utilisée ensuite par les navigateurs. Donc, c'est fait pour fonctionner ensemble. Comment ça marche? Quand on fait une requête réseau en tapant une URL sur un navigateur web, le serveur va nous renvoyer du HTML, donc avec l'arbre DOM, le CSS avec le CSS Object Model derrière, et un troisième arbre, Composite avec le JavaScript,
qu'on appelle le render tree. Et avec des couches de peinture et de layout, on obtient des pages web. Et ça, c'est le navigateur qui le fait, avec du Rust, avec du C++. Donc on a vraiment des langages qui sont faits pour travailler ensemble, en fait. C'est ce qu'on appelle des langages qui sont domaine spécifiques. Donc HTML et CSS ne sont pas des langages généralistes, mais ils sont faits pour s'interfacer. Pourquoi c'est important? Parce que ces arbres-là, c'est ce qui va nous permettre après de naviguer dans le code qu'on fait, que ce soit en termes de rendu, mais pas que. Parce que qui utilise ces API, en fait? Il y a vous et moi, les êtres humains. On va voir le rendu, en fait, dans notre page, que ce soit quand on développe la page ou quand on consulte des sites web. Mais on va voir aussi les outils d'aide à l'accessibilité qui vont utiliser le DOM. On va avoir des robots d'indexation, pour le SEO notamment. Et on va avoir nos outils de test, dont je parlais tout à l'heure. Et eux, ils sont très utiles et ils ont besoin aussi d'avoir une interface avec un DOM propre pour sélectionner les éléments. Du coup, pour moi, c'est autant de raisons de dire que c'est pas juste du joli, mais que vraiment, on a un vrai intérêt à aller améliorer la qualité sur le code à cet endroit-là. Alors, comment on va les concevoir, par contre? En back-end, on va avoir tout un tas d'acronymes de DDD, de BDD, des archi-exa, etc. Comment on fait en front-end? Alors, moi j'aime beaucoup Atomic Design. Je suis sûre que ça parle à plusieurs personnes dans la salle déjà. C'est un découpage des composants graphiques qui a été conceptualisé par Brad Frost en 2016 et qui part du plus petit élément possible de votre application. Imaginez un design system où les plus petits éléments comme les icônes, les textes, sont présentés sous le nom atome, du coup, le plus atomique possible. Quand ces éléments se combinent là, par exemple un bouton avec un texte et une icône dedans, ça fait une molécule. Parce qu'il est déjà composite, mais il est toujours petit. Et les plus grands éléments s'appellent des organismes. Par exemple, une data table, une chose comme ça. Ces éléments-là, on va les intégrer dans des espaces dans nos pages qu'on appelle des templates. Et ça donne des pages. Alors je vulgarise beaucoup parce que Atomic Design, c'est un sujet à part entière. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un vrai découpage en termes de design. Je vais réutiliser le même, en fait, dans mon application. Alors, comment ça s'intègre en clean code? On a la partie HTML et la partie CSS. S'il vous plaît, évitez les soupes de div. Ça ressemble à ça. Si vous faites comme moi, que vous tournez la tête sur la gauche, vous verrez, ça fait un bol de soupe avec les divs là. Faut pas faire ça. C'est pas bien. Et moi, je faisais que ça avant. Je m'attardais vraiment au nommage de mes classes CSS et j'oubliais complètement la partie HTML que je négligeais. Et à tort, parce que c'est très important. En fait, c'est ça qui va permettre au navigateur, notamment, d'avoir les bases en accessibilité. Je vous invite à utiliser des balises sémantiques, donc tout ce qui va être HTML5. Et si vous ne savez pas comment faire, il y a un truc très cool, c'est le HTML5 Element Flowchart. On peut parcourir vite fait. Quand on démarre un bloc, est-ce que c'est un bloc de navigation? Oui, on va appeler ça une balise nav alors. C'est pas ça? Ok. Est-ce que ça a du sens par lui-même, cet élément-là? Alors on va faire carrément une balise article. Est-ce que c'est requis pour comprendre le contenu courant? Non, on peut le mettre en aside, etc., etc. Et si vraiment il n'y a pas de sémantique du tout, qu'il n'y a pas de sens logique, là on va utiliser une div, parce que ça peut être un wrapper, quelque chose comme ça. Bon, c'est assez simple, après c'est un peu du par cœur ou de la recherche sur cette partie-là, parce que ça reste très déclaratif comme langage. Il y a de plus en plus de balises, il y en a plein que je ne connaissais pas. Il y a même des conférences là-dessus qui sont très intéressantes. Et enfin, je vais faire un petit point sur l'accessibilité du coup, puisque je vous parlais des balises HTML5, et tout à l'heure on avait un span roll button, vous vous rappelez? Faut pas faire ça. Il vaut mieux pas faire de ARIA que de faire du mauvais ARIA, parce que ça perturbe vraiment les utilisateuristes. Donc c'est pas pour remplacer HTML sémantique. Ça peut être bien pour les éléments non sémantiques ou pour compléter quelque chose, donner de l'information et de la métadonnée en plus. Par exemple, des fois, quand on a toutes nos capacités visuelles et qu'on conçoit une application, on est je sais pas comment dire, incité à prendre en compte le contexte et à avoir des boutons avec un texte très court. Par exemple, envoyer.
Mais si votre bouton n'est pas lu au bon endroit de la page par un lecteur d'écran, envoyer quoi? Une personne qui n'utilise pas ses yeux de la même manière que moi ne va pas forcément savoir ce qu'elle a envoyé. Et du coup, ça peut être cool de mettre un petit label en plus, dire que c'est un email que j'envoie. J'ai pris un exemple bateau, mais dans plein de cas, c'est comme ça, notamment sur des liens et des boutons. Le bouton, c'est ce qu'on utilise le plus dans une interface. Donc là, ça peut être cool. Je crois que j'ai fait le tour sur HTML. Je vais aller sur CSS. Comment je vais nommer mes composants? Je vais reprendre, en fait, comme je vous disais, le Atomic Design. Et donc, je vais séparer mes deux éléments. Les trois éléments de gauche, pour moi, c'est ce que je vais appeler mon UI-kit, ma librairie de composants. Et à droite, ça va être les endroits où j'en ai besoin pour faire quelque chose de métier, pour la logique business. Donc, je vais utiliser un langage selon ce dont vous avez besoin, type orienté objet, CSS, ou BEM. Encore que BEM, j'aime pas sa rigidité. Et donc, je vais utiliser des mots sémantiques après, pour nommer mes classes, au-dessus. Un bouton, c'est un bouton, mais il sert à quoi dans mon contexte? Tout simplement. Et après, c'est l'organisation des feuilles de style. À l'aide d'un préprocesseur, si vous voulez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, CSS a tellement d'ajouts que c'est de moins en moins nécessaire. Voire ça va disparaître, je pense. Donc moi, je range tout simplement mes composants comme ça. Je vais créer un dossier pour les atomes, un pour les molécules, un pour les organismes. Et je mets un underscore en début de mon fichier par convention pour indiquer que c'est un fichier partiel qui va être importé par un fichier central. Donc en bas, j'ai mon thème, .css, qui va contenir, en fait, c'est mon point d'entrée. J'ai mon fichier de variables qui va être après appelé par les autres fichiers, et puis ainsi de suite. Si par contre j'utilise un framework comme la Bootstrap, je vais reprendre la même hiérarchie. Je veux aller dans la même philosophie que les outils que j'utilise jusqu'au bout. En plus, ce qui est bien fait, c'est que la documentation de Bootstrap, elle est rangée de la même manière que le code est rangé. Donc c'est très facile à rechercher. C'est aussi hyper facile du coup pour une nouvelle personne dans votre équipe de s'y retrouver. Parce que si elle connaît l'outil ou si elle cherche la doc, c'est rangé pareil. C'est des petites choses qui paraissent bêtes, mais qui font gagner énormément de temps. Et on passe plus de temps à lire du code qu'à en écrire. Alors mon approche à moi, c'est de faire, et là je sors les mots compte triple, du content agnostic component, et en plus après, de faire de la composition over subcomponents. Il y a un article du créateur de Tailwind qui, dans son article, du coup, décrit cette façon de faire. Et moi, je déteste les classes utilitaires. Donc je vous invite à ne pas me croire sur parole, à vous faire votre propre avis et à aller voir son article. Parce que je trouve, moi, que les classes utilitaires et les BEM extrêmes, ça casse ce principe de cascade qui fait peut-être peur, je ne sais pas. Et moi, j'aime bien que ce soit relatif. J'aime bien que la puissance de CSS, c'est de pouvoir aller chercher des composants dans d'autres composants, avoir des sélecteurs complexes et de ne pas avoir des chemins précis cassants. Et donc, ça va ressembler à ça, moi, si j'écris moi. Le même bouton que tout à l'heure, il va être dans mon header. OK. Dans ces cas-là, j'ai une balise HTML header. Je peux lui mettre une classe après. J'aurai une section, c'est le Get Started, le point d'entrée de mon application. Et mon button, c'est pas un span roll button, c'est bien une balise button. Et il n'a pas un nommage sémantique, il a vraiment un nom de composant, donc il est button, et il est de type primary. Et je vais composer avec ces deux classes plutôt que d'avoir un button-primary. Au niveau de mon code CSS, je vais avoir un fichier dédié pour le style des boutons, qui va avoir sa couleur par défaut de fond et de texte, et qui, dans le cas de primary, va aller surcharger la couleur du background. Mais là, en plus de ça, c'est pas juste un bouton fort, un bouton principal, il a un style plus fort encore parce que c'est le premier bouton de mon application, c'est celui qu'on voit dès le début de la page. Donc dans mon contexte Get Started, mon button va avoir une couleur différente. Et si jamais ça casse, parce que j'ai déplacé quelque chose, et que mon bouton il est plus dans la bonne balise HTML, c'est pas grave, ça va fallback dans le design classique, dans le reste de mon design system, ça va rester cohérent avec le reste de mon application. Et donc j'aime beaucoup cette approche-là que je trouve très simple et qui a des sélecteurs super légers en fait. Mon DOM il est très 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 léger là je trouve. Ça c'est mon approche. Et maintenant comment on va la tester ?
souvent la montagne en Node.js quand même. J'ai mis une montagne du coup. Souvent j'entends les tests end-to-end du UI, c'est fragile et c'est trop dur à maintenir. Ou alors c'est trop long à écrire. Ça vous parle ça? Je suis pas la seule à dire ça. Vous le pensez des fois? Ça donne pas envie de faire des tests end-to-end, non? Ouais. Il y a des technos qui sont cool pourtant aujourd'hui. Ce qui rend en général difficile à tester, c'est comment on sélectionne ces éléments du DOM. On n'a pas envie d'utiliser des sélecteurs CSS complexes. On ne sait pas si on doit se baser sur le contenu ou sur le XPath, pardon. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les attributs destinés aux utilisateurs, ce qu'on appelle les user-facing attributes, qui sont le rôle de l'élément, son label texte, le placeholder, le texte à l'intérieur, parce que c'est ce avec quoi interagissent les humains qui utilisent nos applications. Les utilisateurs n'ont pas grand-chose à faire de nos classes CSS et du nommage. C'est le rendu qui compte. Par contre, il y a des fois, on ne peut pas prévoir ce contenu texte. Si on est dans une liste, par exemple, un truc dynamique, là, on va avoir besoin du sélecteur, dire le énième élément de la liste, par exemple. Là, on peut utiliser effectivement les sélecteurs CSS, comme quand on faisait du jQuery à l'époque. Ce que je n'aime pas, c'est le XPath absolu. C'est très fragile parce que si vous regardez le code qui est écrit, tout le chemin du début, du plus haut parent jusqu'à l'enfant, est écrit en dur. Ça veut dire que si demain, je déplace un bloc dans mon HTML, mon test n'y passe plus. Alors que la cascade, ça permet justement d'aller parcourir les éléments dans le CSS HOM et le DOM pour aller chercher ce qu'on veut modifier. Donc là, c'est ça qui rend nos tests fragiles, c'est vraiment le sélecteur. Alors les gens qui aiment les classes utilitaires, je ne vous ai pas oublié. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas ajouter des classes sémantiques juste pour être sélectionnable, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut aller jusqu'au bout. Si vous faites du classe utilitaire, c'est cool. Dans ces cas-là, peut-être utiliser un data test ID, comme le préconisait Cypress jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc en sémantique, moi, j'ai juste à récupérer la classe qui m'intéresse. Là, vous avez les 12 approches, du coup, que je vous conseille, moi. Alors, on va faire un test ensemble. Pour ce bouton-là, quels éléments j'ai à ma disposition pour le choisir dans le DOM? Je vais avoir donc la classe de ses parents, donc le header. J'ai ma classe de mon bouton lui-même, et ça en son variant. Je peux avoir un data test ID, et j'ai son contenu aussi. Le texte get started. Si j'utilise par exemple Testing Library, que je vous conseille très très fortement, je vais render mon header, et là, je vais aller récupérer par le texte get started mon élément. Et je n'ai pas besoin de me demander où est-ce qu'il est dans mon DOM en fait. C'est son contenu qui m'intéresse. Je peux aussi lui passer une traduction. Ça marche. Sinon, je peux récupérer par data test ID. Ou enfin, si vraiment là, j'ai pas d'autre solution, passer par le query selector. C'est super simple à utiliser. C'est vraiment une lib qui est trop bien, qui marche d'enfer. Et d'ailleurs, Microsoft Playwright a repris les mêmes sélecteurs, les mêmes locators du coup, dans son API. Et après, vous faites vos assertions et vos tests. Alors, je vais parler un petit peu d'accessibilité. On a un référentiel qui d'ailleurs on a le référentiel le WCAG. En France, c'est le RGAA 4. Il y a 3 niveaux d'accessibilité. Et en plus, en 2025, vous savez que les règles se sont durcies en France. Donc, c'est important que vous vous intéressiez à l'accessibilité. Moi, j'ai fait cette formation il n'y a pas longtemps avec Access 42, que je vous conseille. Mais même si vous n'êtes pas formé en développement de logiciels et sites web accessibles, je vous conseille d'utiliser un outil qui s'appelle Axe et qui vous va permettre de détecter 20 à 30% des erreurs d'accessibilité. C'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'avant même de vous former, vous pouvez contribuer en fait, à faire quelque chose de bien. Et Axe, ça fonctionne par une extension de navigateur. Ça fonctionne avec Lighthouse. Ça fonctionne en test automatisé et en job de pipeline CI. Ça marche avec la plupart des outils de test qu'on utilise aujourd'hui, même avec Playwright. C'est super bien. Donc voilà, c'est un petit faible effort, mais ça vous permet d'avoir du clean code sur ce côté-là. Donc dès lundi, un petit bug. Pour accéder au DOM, je vous conseille vraiment d'utiliser Testing Library, parce que c'est trop bien.
En plus, ça marche avec Jest. En plus, c'est la même API que pour Playwright. Donc pour vos tests de composants, ça marche aussi. Pour vos tests end-to-end, ça marche aussi. Et en plus, Axe, vous pouvez le lancer avec Vitest et avec Playwright. Quoi demander de mieux, franchement? Je trouve que plus les outils sont simples et s'intègrent bien et ont la même API, mieux c'est. Je réduis ma charge cognitive, c'est plus facile à aborder, c'est le même nommage. Donc voilà, c'est mes petits outils préférés. Ok. Alors maintenant, on a un truc qui est beau et on a un truc qui est bien fait. Ok? Ouais, bien conçu. Est-ce que bien coder, ça suffit? Est-ce que ce qu'on fait, notre métier, c'est juste de faire du code? Est-ce qu'on est là pour vraiment juste être sur notre écran tout seul et puis envoyer des pull requests? Moi, je trouve pas. J'aime pas. Donc, je vais prendre un peu de hauteur. Vous avez peut-être fait de l'ensemble programming ou du mob programming. Ou Dizoul, maintenant, le papa du mob, il parle de software teaming. Et je trouve que c'est vachement bien. Parce que du coup, c'est pas juste coder, c'est de faire des choses ensemble, c'est de rencontrer, échanger, concevoir, développer, designer avec des personnes diverses. Même si c'est des personnes qui ne sont pas techniques, en fait. Et pour ça, je vais vous montrer quelques pratiques agiles que je trouve chouettes. Les 3 amis, peut-être ça vous parle déjà. C'est quand on fait du refinement de user story, on va dire, de besoins métiers. On va essayer de mettre au moins une personne du métier, de la tech et de la qualité dans la même pièce pour discuter de la fonctionnalité. Qu'est-ce qu'on souhaite? Comment est-ce qu'on peut le réaliser? Est-ce que c'est réalisable déjà? Et puis comment on peut le tester? Mais moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de rajouter une personne, en fait, dès que c'est du front, en design, en fait. Parce que lui et l'UX, c'est dès le début, et c'est de la recherche, c'est de la cohérence. C'est pas après. Ça se fait vraiment avec la boucle de feedback la plus courte possible. Il vaut mieux faire ça que de faire des réunions horribles toutes les 3 semaines en fin de sprint. Il n'y a rien de pire. Moi, je préfère s'appeler 20 minutes et être sur la voie et pouvoir développer sereinement. En tant que dev, je veux dire. Donc, je vous invite à faire ça. Quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un au design, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, moi, en tant qu'intégratrice, on me dit bah, tu connais, hein, tu vas nous trouver un truc. Bah non, c'est pas mon métier, en fait. Je peux peut-être me débrouiller, mais je vais sûrement faire des erreurs et j'ai pas envie de les assumer. Donc, je vais renvoyer vers quelqu'un au design plutôt. Un autre truc cool, c'est l'example mapping. Vous en avez peut-être déjà fait. Ça ne marche pas que en front, d'ailleurs. C'est un outil qui nous vient du BDD et qui permet de discuter de fonctionnalités à l'aide d'exemples. Et des fois, quand vous n'avez pas de designer, comment vous faites? Vous pouvez très bien vous baser sur un site web qui existe déjà en allant dans votre navigateur. Montrer à quoi ça ressemble dans votre tête. Ou peut-être même éditer à la volée le CSS vite fait de la page et dire « Ah, ça ressemblerait à ça, vous faites votre screenshot, vous avez votre maquette ». C'est peut-être bête, mais c'est mieux que de partir du principe qu'on s'est compris. Parce que la communication, en vrai, il faut partir du principe qu'elle a échoué. Ça marche toujours comme ça. Donc là, vous vérifiez et c'est un peu plus sûr. Puis l'example mapping, c'est cool aussi pour mieux découper son besoin, en fait, et être sûr qu'on ne développe pas des choses qui sont inutiles et qui vont vraiment avoir un impact, en fait, sur nos utilisateurs. Le craft, ça n'a aucun sens sans accessibilité. Dans le manifeste du software craftsmanship, on dit des logiciels qui fonctionnent, mais qui sont aussi bien conçus. D'accord, mais s'ils ne sont pas utilisables par plein de gens, moi je trouve que si je ne fais pas quelque chose d'accessible, je suis excluante et je ne veux pas faire ça. Bien fait, c'est jusqu'au bout, sinon ça n'a aucun intérêt. On fait des sites web pour des humains et ça se fait autant au design qu'au dev, tout le temps. Donc je voulais vraiment le redire, parce que je n'en vois pas souvent des gens dans le craft qui parlent de ça. Et donc je vous invite vraiment à faire une formation certifiante comme celle d'Access 42 que j'ai passée il n'y a pas longtemps. Une autre pratique aussi un peu plus design cette fois-ci, c'est l'utilisation des personas. Un biais qu'on peut avoir, c'est d'imaginer des personnes, plutôt que de les baser sur des données de personnes réelles, en fait. Le problème de ça, c'est qu'on a des biais. On a beaucoup de biais, on a beaucoup de stéréotypes, on a beaucoup de clichés, et on va la retrouver dans nos personas. On va oublier des parcours, on peut être discriminant, on peut oublier des usages, et on peut, par exemple, faire des choses comme se baser sur la couleur pour nos interfaces. Et quand on a des personnes qui ont une dyschromatopsie, un daltonisme ou une vision floue, ou qui ne voient juste pas de couleur, mais en fait, notre application, elle est incompréhensible. C'est un biais que je donne par exemple, mais il y en a plein.
C'est pour ça que je trouve très intéressant de travailler à plusieurs et de réfléchir à plusieurs et de ne pas faire que du code tête baissée. Même si des fois c'est très confortable et que moi aussi j'adore être avec ma musique et mon petit thé et qu'on me laisse tranquille, mais pas tout le temps. Et enfin, si vous faites un design system, il faut le partager et le documenter. Faire un showcase accessible, c'est hyper important, parce que sinon on ne sait pas à quoi ça ressemble nos composants. L'idéal, c'est d'avoir un bac à sable type Storybook. Et enfin, éviter les composants usine à props. Ça m'est arrivé d'utiliser des composants dans un design system qui avaient, je sais pas, 20-25 props différentes, donc des options qui en plus se combinent des fois. J'ai aucune idée de ce à quoi ça va rendre si j'ai pas de bac à sable, et encore. J'ai pas le temps en fait de jouer avec tout ça, de connaître par cœur tous les composants. Donc plus c'est simple et plus c'est découpé avec Atomic Design, mieux c'est. Et si les autres équipes ont envie de composants plus complexes, elles peuvent très bien réutiliser et développer leurs composants. C'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout pour tout le monde. Il vaut mieux avoir son identité à soi de produit et vraiment traiter le design system comme un produit. Je vous renvoie d'ailleurs à une conférence de Cécile Fred-Foucault à Devox qui parlait de ça. Parce que je ne peux pas couvrir ce sujet, j'ai pas le temps. Donc ce que je vous propose aussi d'essayer, en plus des outils qu'on a vus tout à l'heure, si vous partez de Figma, c'est souvent ce qui est utilisé aujourd'hui en termes de design, utilisez Storybook. Vous pouvez importer des design tokens depuis Figma qui vont donner vos variables de couleurs, un tas de choses. Vous pouvez aussi faire un lien entre votre Figma et votre Storybook. Pour coopérer autour de ça, vous avez Chromatic qui va vous faire un build de tous vos composants de design system avec les tests de régression visuelle dont je parlais plus tôt. Et en plus, vous pouvez, pour le documenter, parce que la documentation, elle n'est pas que orientée tech. Storybook, c'est une documentation technique, c'est un bac à sable. On peut lancer des tests dedans, on peut manuellement regarder à quoi va ressembler un composant avec des soucis d'accessibilité ou lancer des tests avec Playwright dedans. Mais c'est une documentation technique. Et un design system, c'est l'image de marque de votre entreprise. Ça a d'autres sens. Et donc, dans ces cas-là, l'application Zero Height, elle sert vachement bien pour ça, puisqu'on peut même intégrer notre Figma et notre Storybook dans notre documentation. Et là, vous avez vraiment quelque chose de complet. En résumé, on ne rend pas les applis sexy. S'il vous plaît, dites pas ça. J'aime pas. En plus, moi, quand j'ai commencé à faire du CSS, c'est parce que j'étais une des seules filles de ma classe. Et on m'a dit, bah, toi, tu vas faire du CSS, puis eux, ils vont faire du Java. J'étais dégoûtée un peu. Mais j'ai bien aimé CSS, genre vraiment. Et donc, j'aimerais vous demander, après tout ce que je viens de vous montrer, est-ce que c'est des vrais langages de programmation, HTML, CSS ou pas? Qui dit non? Qui dit oui? Qui ne sait pas? Ouais. Alors, il y a plus de oui et de je ne sais pas. Je vais demander sur les réseaux sociaux et les gens, vous êtes mitigés. Hein. La plupart disent non. Il y a quand même pas mal de oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce même sondage a été fait il y a plus de 10 ans et que c'était exactement les mêmes résultats, à quelques pourcentages près. Genre vraiment, c'était très, très, très similaire. Vous voulez une réponse spoiler? La réponse est oui. La réponse est oui, et j'en suis sûre et certaine. Mais si vous n'êtes pas d'accord, faites comme si, en fait. Et soignez votre code, s'il vous plaît. Parce que c'est utile, c'est vraiment intéressant en plus. C'est pas juste apprendre direct CSS par cœur. Parce que le DOM et le CSS Home, c'est des API qu'il faut soigner, comme on l'a vu. Et vraiment, c'est chouette. Comme ça, vous me faites plaisir en plus. Et voilà, je vous remercie. Alors, normalement, j'ai plus trop de temps pour des questions si je veux faire mon petit bonus. Tu confirmes? Exactement. Ouais. Est-ce que vous aimez les histoires? Ouais. Ok. J'ai 2 questions avant. Ah, le bonus. Tintintin. C'est la partie qui m'intéresse le plus perso. Donc. Qu'est-ce que c'est programmer? Je vais demander si c'était des langages de programmation, HTML et CSS. Les gens qui ont dit non, là, c'est quoi programmer? Ah ah. Quelqu'un veut se risquer à une définition? C'est pas facile, hein. On ne vous jugera pas. Ouais, non, c'est dur, hein. Alors j'en ai lu plusieurs. Celle que j'aime bien, c'est que c'est donner des instructions à un ordinateur pour qu'il puisse agir selon nos souhaits.
soit via un logiciel qui va être sur ce même ordinateur, soit directement avec la machine. Qu'est-ce que c'est un langage de programmation? Avant de savoir si oui ou non, il faut savoir ce que c'est. Non, vous ne risquez toujours pas une définition? Ah, vas-y. C'est une interface homme-machine. Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas exactement complet. Merci de ton idée. C'est un mode de communication entre un humain et une machine, du coup, c'est ce que tu viens de dire, avec une grammaire spécifique à cet effet. Ça veut dire qu'on ne peut pas se parler en HTML, CSS entre humains, ça n'a aucun sens. On ne va pas s'écrire une lettre en HTML, CSS. Enfin, ça peut être rigolo, mais un peu long quand même, c'est pas très efficace et c'est pas très naturel. Donc déjà, j'ai un premier indice sur est-ce que c'est des langages. Et nous, en français, en anglais, on parle une langue, pas un langage. On programme quoi, si c'est des langages de programmation HTML, CSS? Qu'est-ce qu'on programme avec? Plein de trucs en fait. Des pages web, d'accord, mais aussi des emails, des jeux vidéo, des présentations comme avec SlideDev ou Reveal.js, du dessin, avec une seule div des fois. On peut faire aussi des automates cellulaires mathématiques. Vous ne croyez pas? Hop, on peut faire un démineur. En HTML, CSS pur, il n'y a pas de JS. C'est cool, hein? Je peux mourir exprès d'un moment, je pense, mais... Allez, là, je vais mourir, c'est sûr. Boum! On peut aussi faire explorer une mine. Merci, Jérémy, pour le lien. Et ouais. Et il n'y a pas de JS, et on peut avoir plein de trucs. On peut avoir notre panier et tout, notre petit truc. Et ouais, on peut faire plein de trucs. Alors, bon, je vous invite à regarder parce que c'est vraiment cool. On peut faire plein de trucs. Pour voir les dessins, je vous invite à attendre que le site de Cascade soit sorti. On a des dessinateurs de ouf dans l'équipe. J'avoue que c'est cool. Alors, c'est dans des langages de quoi? Donc de programmation, c'est moi qui vous le dis du coup. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est mon point de vue. Ils sont effectivement déclaratifs. Ce n'est pas des langages généralistes. Ils sont, comme on l'a vu tout à l'heure, domaines spécifiques. Déjà, ils sont faits pour interagir ensemble, HTML et CSS, mais en plus, dans le contexte d'un navigateur. Et ils ont ce qu'on appelle un flux de contrôle qui est implicite. Quand vous faites, je sais pas, du Python, vous pouvez changer l'ordre dans lequel vont être exécutées les choses avec des boucles, avec un tas de choses. CSS, c'est lu ligne par ligne. Peu importe ce que vous faites, c'est lu ligne par ligne. Et c'est après la cascade avec les niveaux de sélecteurs, etc., qui vont prendre le pas pour appliquer le code qu'on a écrit. HTML, c'est pareil, c'est les mêmes attributs que CSS, mais en plus, c'est un langage de balisage. Ça ne veut pas dire que c'est un langage, une langue qui se parle, ça reste en programmation. Bon. Ça permet de faire quoi? Avec CSS, on a des variables. Les custom properties, c'est des variables. On a des fonctions natives, mais on a aussi des fonctions qu'on peut écrire avec un préprocesseur. Et on a des fonctions de mathématiques dans CSS. Et les maths, c'est pas de la programmation. Et en plus, en HTML, on peut importer du code, même d'autres langages, du JS, du CSS. On peut faire plein de choses. Et en plus de ça, est-ce que ça pourrait pas être Turing complet? Ça, c'est souvent ce qu'on me dit aussi. Oui, c'est pas Turing complet, c'est pas des vrais langages. Ah bah, vous allez voir. Bon, Alan Turing, je vous le présente pas. C'est quoi Turing complet? Un système formel est dit Turing complet s'il possède un pouvoir expressif au moins équivalent à celui des machines de Turing. Dans un tel système, il est donc possible de programmer n'importe quelle machine de Turing. Bon, ok, c'est un peu vieux tout ça. Et par exemple, SQL 99, c'est Turing complet parce que maintenant, on a des requêtes récursives. Et avant, ça ne l'était pas. Et puis, on a John Arthur Conway. Vous voyez qui c'est? Il a créé le jeu de la vie, qui est un automate cellulaire mathématique. C'est un jeu de simulation, sans joueur, du coup, qui est très simple et qui est Turing complet. Il y en a d'autres. Ça ressemble à ça, le jeu de la vie. En tout petit. Hein. Il y a une super vidéo YouTube là-dessus, je vous invite à voir, vraiment, c'est bluffant. Ok, bon. Je vais quelque part avec tout ça, vous allez voir. Petite histoire, du coup, il y a Stephen Wolfram, du coup, un mathématicien, puis son assistant Matthew Cook, qui ont travaillé sur les automates cellulaires. Et en 2004, M. Cook, il a prouvé que l'automate cellulaire élémentaire numéro 110 de Wolfram, il est Turing universel, Turing complet. C'est ce truc-là.
C'est beau, hein. C'est pixelisé. Hein. Et bien ça, on peut l'intégrer. Avec HTML, plus CSS, plus un user, parce que ça sert à rien sans ça, on est fait pour interagir avec des pages web. Et on a la règle 110 et String complet. Tada. Et je trouve ça très cool. Ça ressemble à ça. Oh, j'ai un automate cellulaire. Mais c'est chiant comme jeu, hein, je vous l'avoue. Il y a plus rigolo. Voilà. OK. Est-ce qu'on peut écrire des algorithmes en CSS? Bah, je sais pas, peut-être qu'on peut faire FizzBuzz. Vous avez déjà fait le kata FizzBuzz, non? Ça vous parle? C'est un truc qu'on donne aux enfants. Si un nombre est divisible par 3, on écrit Fizz. S'il est divisible par 5, on écrit Buzz. Et s'il est divisé par 3 et 5, on écrit FizzBuzz. OK. Je peux le faire en TDD, en intégration web? Bah ouais, avec Playwright, je peux. Comment je vais faire? Bah, j'ai ma liste de divs. Là, j'ai fait une div soupe, désolé. Et je peux me servir des pseudo-éléments et dire... pas les pseudo-éléments, pardon. Si, voilà, je peux rajouter mon contenant FizzBuzz ou FizzBuzz selon quel élément enfant on est. Puis voilà, du coup, j'ai mon FizzBuzz. Je peux aussi utiliser des classes et les afficher ou les masquer selon ce même sélecteur. Et du coup, là, mon algorithme, vous ne le voyez pas, parce que c'est juste un sélecteur, mais en fait, il est là. Si ma div, c'est tous les 3 éléments, j'ai bien un si, alors, mets-moi le contenu, fizz en after. If, then. C'est juste que ce n'est pas écrit pareil qu'en Python, en Java ou en PHP, mais... Et en plus de ça, c'est pas le 3e enfant, c'est tous les 3e enfants. Donc je vais aller parcourir, je vais aller boucler sur tous les éléments de ma page qui correspondent à ce sélecteur-là. C'est pour ça que la cascade, c'est trop stylé, ça boucle. Ça fait tout, ça fait des conditions, des boucles. Enfin, c'est la vraie algorithmie, en fait. C'est trop bien. Voilà, pour moi, c'est la programmation, c'est trop stylé. Et Lara Schenk, que j'ai suivie en conférence, du coup, qui a fait ça, elle a fait FizzBuzz comme ça, sauf au lieu d'écrire, elle a mis des couleurs. C'est trop, trop beau. Donc si on le recharge, c'est trop trop bien. Est-ce que je peux faire ça? Regardez. C'est trop beau. Et du coup, le FizzBuzz, je l'ai fait en kata avec Playwright. Si vous voulez essayer avec moi, n'hésitez pas à me contacter pour le faire. C'est vraiment très cool. Ça vous apprend à faire du test de composants, justement. Ça vous apprend à utiliser plein d'autres outils et à penser autrement à l'intégration web. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais c'est trop cool. Voilà, merci.